Bonjour à tous, bienvenue à cet, Indie Club 10 conseils pour trouver un job à impact. Donc, on est, actuellement sur le deuxième jour du festival, Spring Into Action, que nous avons organisé, en tant qu'école Indigo. Donc je ne sais pas si certains étaient là, hier déjà au premier événement, mais en tout cas bienvenue à vous tous et à vous toutes. Je vois qu'on commence à être, pas mal, et assez nombreux. On va pas commencer tout de suite puisqu'on va attendre quand même que tout le monde ait le temps de se connecter. Ce que je peux vous proposer en attendant, c'est qu'on se présente un par un, enfin, en tout cas à travers soit le chat, soit un sondage que je vais vous partager. Alors, donc normalement, vous allez voir un sondage en bas à droite de votre écran. Et donc, vous avez plusieurs options qui s'affichent. Est-ce que c'est bien bon de votre côté? Bonjour Anne, une alumni, donc je vois des alumni des anciennes promos Indigo. Est-ce que vous voyez bien le chat en bas à droite, enfin le sondage, pardon. Suspense et Ouais. Alors je vois insoutenable. qu'il y a des réponses. On a quelques personnes en transition professionnelle. On a pas mal de personnes qui ont mis autre, donc n'hésitez pas à préciser dans le chat. Bonjour Camille, bonjour Elara, Sana. Voilà, donc n'hésitez pas à nous dire un peu qui vous êtes, comme ça nous permettra aussi de guider la conversation et de répondre à vos questions. Du coup, je vais me présenter aussi. Donc pour ceux qui me connaissent pas, donc je suis Oriane, donc je suis programme manager chez Indigo. Donc je m'occupe notamment de la qualité des formations et de l'amélioration des programmes en continu et en parallèle de l'organisation des événements comme celui-ci. Donc on sera sûrement amené à se revoir, soit si vous venez vous former chez Indigo, soit si vous venez assister à nos webinaires. Bonjour Mathilde, bonjour Mickaël. Donc voilà. Alors pour ceux qui connaissent pas Indigo, donc je vais vous rappeler rapidement ce qu'on fait. Donc Indigo, on est une école. On est l'école de la responsabilité. Donc on a été créé il y a 1 an maintenant. Et la mission d'Indigo, c'est de former les collaborateurs à intégrer la responsabilité à leur métier. On est parti du principe qu'il était parfois pas évident de refaire un master 2 ou 3 ans d'études pour se réorienter sur des métiers impact. Déjà, on va voir aujourd'hui ce que ça veut dire un métier impact parce que ça peut tout et rien dire. Donc, on va un peu reclarifier tout ça. Mais on a vu que pour certains métiers, il était parfois nécessaire de repasser par la formation, sauf qu'on n'est pas obligé de refaire des formations de 2 ans pour être qualifié. Et donc, on s'est dit comment on peut partir des compétences actuelles qu'on a, donc c'est-à-dire si on a travaillé, je sais pas, 10 ans dans le marketing, 10 ans dans la finance ou au sein des ressources humaines, comment on peut utiliser ces ressources-là et les mettre au service de l'impact. Donc pour ça, il faut se former un petit peu, donc que ce soit sur la réglementation, sur les enjeux, parfois sur le bilan carbone. Voilà, on sait qu'aujourd'hui, il y a des compétences qu'on appelle des compétences vertes, des green compétences, qui sont nécessaires pour assurer l'évolution de son métier. Tout comme on a rencontré ça il y a quelques années avec la transformation digitale. Donc nous, voilà, on est là pour accompagner ces métiers pour que chacun puisse avoir de l'impact sans forcément opérer une reconversion totale et se lancer dans des jobs qui sont totalement éloignés de ce qu'on a pu faire auparavant. Voilà, donc du coup, c'est pour ça qu'on propose des formations qui sont courtes. Donc, on va dire environ une vingtaine d'heures, entre 15 et 20 heures. C'est des formations courtes avec des experts du terrain, donc des personnes qui vous font travailler sur des cas pratiques, sur des cas sur lesquels eux travaillent eux-mêmes en entreprise. L'idée, c'est du coup de vous donner directement des outils que vous pouvez directement après adapter soit dans votre entreprise, soit si vous vous lancez en tant que consultant auprès d'entreprises extérieures. Donc, dans le cadre de cette école-là, on s'est dit, bon, on a des formations, comment on peut aussi vous aider dans cette reconversion? Et donc, c'est pour ça qu'on organise des Indie Clubs. Donc, c'est des rendez-vous environ, on va dire, plutôt hebdomadaires pour justement échanger avec des professionnels du développement durable. Donc, Nicolas, aujourd'hui, qui est parmi nous, des personnes qui connaissent bien soit voilà, les métiers de l'impact, soit qui ont eux-mêmes
opérer un changement dans leur carrière ou qui sont consultants RSE. Et donc, l'idée pour vous, c'est de pouvoir poser toutes vos questions durant ces rendez-vous et voilà, de pouvoir vous lancer à votre tour, puisqu'il n'y a pas une seule voie, une voie royale pour ces nouveaux types de métiers. Donc, je pense que le plus important, c'est d'échanger et voilà, et d'avoir ces échanges-là pour pouvoir se rassurer et voir qu'il y a plein de possibilités. Donc voilà, je vais pas vous parler aujourd'hui de tous les programmes, là tout de suite, parce qu'on va pas rentrer trop dans le détail, mais on y reviendra plus tard au sein de la présentation. Comme ça, je vous en dirai un peu plus en fonction aussi des profils et de ce qui vous intéresse durant la présentation. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on aura du coup 2 autres rendez-vous dans la semaine. On aura une rencontre avec Flora, donc, qui est CSR Manager chez Bell, qui vous en dira plus sur la stratégie de décarbonation du groupe Bell. Et on aura aussi un rendez-vous avec Constance Gauthier et moi-même. Donc Constance, qui est une alumni qui a fait la formation pilote de la transition climat il y a 2 mois. Et donc ça sera un rendez-vous pour que vous posiez vos questions spécifiquement sur la formation pilote de la transition climat et pour que vous ayez son retour d'expérience directement. Donc voilà, je vais maintenant laisser la parole à Nicolas. Donc merci Nicolas d'être avec nous aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter et puis voilà, n'hésitez pas au fur et à mesure de l'échange avec Nicolas de poser vos questions dans le chat. On va y répondre au fil de l'eau et puis on aura aussi un moment à la fin pour pouvoir y répondre s'il y a des questions supplémentaires. Merci Oriane et bonjour à toutes et tous. Du coup, moi je m'appelle Nicolas, je suis en charge du développement de Job That Make Sense, plateforme d'emploi de référence pour s'orienter vers un métier impact positif que vous connaissez peut-être déjà. Donc en gros, n'hésitez pas demain pour trouver un job, voilà, on référence des milliers d'offres d'emploi chaque mois. On a plus de 6000 structures qui recrutent sur Job That Make Sense. Des structures notamment du coup qui font partie de l'écosystème à impact positif. Et là, je voulais profiter de cet échange pour vous en dire peut-être un peu plus sur l'écosystème à impact positif. Donc évidemment, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein. Je pense qu'aujourd'hui, on peut penser que l'écosystème à impact positif, c'est une niche, ou c'est résumé à ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Alors non, du coup, l'écosystème à impact positif, c'est pas que l'économie sociale et solidaire, qui, parenthèse, n'est pas une niche. L'ESS seul, c'est 10% du PIB et 14% des emplois en France. Donc en fait, c'est déjà une taille importante en France. Pour moi, l'écosystème à impact positif, du coup, c'est 3 types d'acteurs. C'est à la fois toutes les fonctions qui sont dans le public, donc en gros dans les État, collectivités, fonctions hospitalières, ministères, etc., etc. Donc ça représente énormément de métiers. En fait, toutes ces structures, du coup, contribuent à l'intérêt général parce que sont dans le public, sont régies par plein de règles pour asseoir leur mission qui est de contribuer à l'intérêt général. Deuxième gros secteur auquel on pense plus naturellement, c'est les structures de l'économie sociale et solidaire. Aujourd'hui, les structures qui font partie de l'économie sociale et solidaire, c'est un statut. Enfin, je veux dire, du coup, si on a une coopérative, si on a une mutuelle, si on a une fondation, si on a une asso, ou si on a une société commerciale, mais labellisée ESUS, on fait partie de l'ESS. Et faire partie de l'ESS, on est soumis, si on veut, à certaines règles. Il faut avoir un objet social. Donc, du coup, le but de cette structure n'est pas de maximiser son profit, mais d'avoir avant tout une mission sociale. C'est un mode de gouvernance démocratique. Ça impose une lucrativité limitée et la gestion financière de cette structure est encadrée. Donc, c'est des acteurs comme, voilà, je vous ai mis quelques exemples, la Croix-Rouge, la Maïf, Enercop, Make Sense, sont des structures de l'économie sociale et solidaire. Et enfin, troisième catégorie de ce qu'on pourrait assimiler à l'écosystème à impact positif, là, du coup, c'est toutes les structures dites traditionnelles, mais qui s'orientent, qui prennent en compte ou qui se rendent compte qu'en fait, les enjeux socio-environnementaux évoluent et sont énormes. En fait, ils ne peuvent plus se permettre de seulement avoir pour but de maximiser leurs profits et du coup de prendre en compte leurs parties prenantes et du coup les trois gros piliers que sont l'environnement, le social, la gouvernance.
Et donc, du coup, aujourd'hui, il y a des statuts qui évoluent. Il y a par exemple des statuts d'entreprise à mission, comme peuvent l'être, je sais pas, Danone ou Carrefour. Et donc, du coup, ces structures doivent euh, émettre des rapports RSE, ont inclus inclus une raison d'être dans leur statut, ont une mission d'intérêt je dirais général, et c'est aussi c'est toutes ces structures qui sont aujourd'hui labellisées avec des labels que vous pouvez connaître comme Bicor, par exemple Lucie, etc. Donc voilà, en fait, il se trouve qu'il y a un peu ces trois grosses familles. Et après, vous, c'est à vous de définir en fait, dans quel type d'environnement vous voulez travailler pour savoir, OK, déjà, en fait, c'est quoi la cause que vous voulez défendre, dans quel environnement, un acteur public, une grosse structure, une petite structure, euh, et, euh, et quel est le niveau d'impact que vous attendez de la structure. Parce que certains vont se dire, OK, en fait, je pousse le trait, mais travailler dans la direction RSE de Total, en fait, c'est faire changer les choses. Quand d'autres vont se dire, t'es fou, en fait, moi, si on ne travaille pas dans une asso, c'est ne pas être engagé. Donc, du coup, après, c'est à chacun d'entre vous de mettre le curseur de ce que ça veut dire l'impact pour lui ou elle et comment il y contribue. Et pour moi, du coup, il y a, je dirais, deux grandes familles du coup, de métiers à impact positif. Il y a à la fois tout type, pour moi, de métier dans une structure engagée, donc c'est-à-dire dans les deux premières parties, dans une structure, du coup, soit de public, soit de l'ESS. Donc, en gros, pour moi, le comptable d'une asso est un métier à impact positif. Le commercial, le marketing, tous les jobs traditionnels que vous pouvez connaître sont à impact positif du moment où ils contribuent par la mission de la structure dans laquelle ils évoluent à rendre la société inclusive et durable. Et ensuite, donc moi, typiquement, je suis commercial, je ne suis pas un expert de la durabilité. Évidemment que je comprends les grands enjeux, mais je ne suis pas un expert de la durabilité. Je ne pourrais pas venir dans une entreprise, quelle qu'elle soit, et lui dire, OK, Danone, allez, c'est parti, on change tout, voilà ce qu'on change. Ce n'est pas mes compétences. Et après, du coup, il y a la deuxième catégorie de métier qui du coup, était totalement inexistante il y a encore quelques années, et là, du coup, qui connaît un essor incroyable juste maintenant, et du coup, ce qui est aussi fait que du coup, il y a une énorme pénurie de marché sur ces nouveaux métiers qui demandent des compétences spécifiques, c'est aujourd'hui toute structure dite traditionnelle qui souhaite se transformer et changer sa façon de faire et de la finalité de sa mission a besoin de personnes dont l'expertise est la durabilité, c'est-à-dire c'est typiquement tous les départements RSE, c'est tous les métiers qui demandent une hybridation des compétences entre la compétence initiale, finance, achat, ingénieur, consultant, achat, etc., etc., et la compétence en durabilité. Après, je vous ai mis quelques exemples de métiers. En fait, c'est tous ces métiers qui vont finalement faire changer les choses de l'intérieur. Et là, ces métiers, du coup, ils ne s'inventent pas. Je vous le mettais derrière. En fait, c'est aujourd'hui, j'imagine que vous êtes, du coup, là, je voyais dans le sondage que vous étiez en grosse majorité en transition professionnelle ou autre. Bon, du coup, si je mets les deux là-dedans, on va dire qu'il y a 80% qui se posent des questions sur leur avenir. En fait, j'imagine que du coup, vous posez des questions de changer de travail. Aujourd'hui, quelles sont les attentes des recruteurs de l'écosystème à impact positif? Il y a un socle commun d'attentes, je dirais. Toute structure, quelle qu'elle soit, là, publique, traditionnelle, engagée, ESS, attendent une compréhension des enjeux globaux. C'est-à-dire que là, ce que j'ai mis dans connaissance, c'est-à-dire pour moi, en fait, c'est quoi les objectifs de développement durable, c'est quoi les accords Paris 2024, enfin, du coup, c'est un peu c'est quoi la fresque du climat, c'est quoi d'automne, c'est quoi la visée à 2050 au niveau individuel, au niveau étatique. En gros, c'est des connaissances générales pour, en gros, parler le même langage. Et ça, bon, en fait, c'est votre curiosité personnelle, c'est peut-être ce que vous avez appris en école, si vous êtes sorti d'école récemment, c'est des connaissances générales. Ça peut être aussi du coup des connaissances sectorielles. Et en effet, alors du coup, il y a à la fois des connaissances générales, et après, chaque structure spécifique, en effet, va demander de bien comprendre ces enjeux précis. Et en général, je pense que dans les structures dites engagées, il y a une Mm. attente beaucoup plus importante que la personne soit animée par le projet. Et je pense qu'aujourd'hui, les gens qui sont sur Java Maxime, d'ailleurs, ce qu'on met en avant c'est la mission d'entreprise. Donc, du coup, les gens, ils rejoignent avant tout une structure par le projet qu'elle porte, plutôt que presque avant l'offre en tant que telle. Et donc, du coup, moi, si quelqu'un euh, postule, là, en ce moment, je recrute des commerciaux chez Java Make Sense, si la personne
ne comprend pas les enjeux du recrutement, ne s'intéresse pas à ça, de se dire en fait c'est quoi les enjeux de transformation du marché du travail, c'est quoi un job à impact positif, bon bah en fait ça marche pas. Donc du coup en effet, et donc ça en fait selon le secteur, bah, soit ça s'apprend par votre curiosité personnelle, soit en fait il faut suivre une formation pour développer ses connaissances spécifiques à ce secteur-là. Deuxième, tu veux dire quelque chose, Ariane? Ouais. Non, je voulais juste savoir par rapport à la slide d'avant, que tu présentais sur, voilà, structure engagée et structure traditionnelle. Du coup, je sais que sur Job That Makes Sense, il y a ces 2 types, d'offres. Ouais. Est-ce que tu sais à peu près ce que ça représente? Enfin, est-ce que en termes de je me rends pas compte en termes de pourcentage, est-ce que Ouais. c'est moitié-moitié? Ouais, non, Qu'il y a non. ouais, excellente question. À date, et en fait, c'est aussi historique, parce qu'en fait, Java Make Sense, ça a 8-9 ans. Ça a Mmh. été lancé par des bénévoles de l'asso Make Sense et en fait, on est très connu dans l'écosystème à impact positif, je dirais, pur, si on veut. Donc aujourd'hui, je pense que 95 des offres d'emploi, sont des jobs de la première catégorie, c'est-à-dire tout Mmh. type de métier dans une structure engagée. Je pense que même dans nos structures, en fait, 40% sont des assos, et 90% sont ou 85 sont des structures de moins de 50 personnes. Et en général, qui font partie, enfin, qui sont des structures de l'ESS. Donc en fait, finalement, les jobs RSE représentent un pourcentage moindre. Et après, je vois que de plus en plus, ces structures viennent sur Job That Makes Sense. Et après, il se trouve qu'en nous, en fait, c'est pas à nous si on veut juger ce qui est impact positif ou pas, mais néanmoins, on Ouais. a quand même des garde-fous. Et en fait, dès lors qu'une structure a des scandales derrière elle ou est dans un secteur qui, de façon inhérente, contribue négativement à rendre la société inclusive et durable, Mmh. et ben, en fait, elle ne peut pas publier ses jobs, même ses jobs RSE. Ce qui fait que du coup, le filtre est plus dur pour ces structures traditionnelles, et elles connaissent moins naturellement Java Make Sense. Donc en fait, je pense que Java Make Sense ne représente pas le marché de ces métiers de la deuxième famille. Ça D'accord. n'empêche pas qu'il y en ait, mais c'est juste qu'aujourd'hui, on les a pas priorisés dans notre démarchage, si on veut, et que celles-ci viennent moins nous voir parce que je pense qu'elles-mêmes se posent la question. Je pense qu'il y a une automodération très forte vu qu'on se positionne comme la plateforme de référence des jobs à impact positif. Bah, je pense que ces structures, ils vont à deux fois, réfléchissent à 2 fois à se dire: «OK, est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Parce que est-ce que je vais pas être, ciblé de, greenwashing?» et cetera. Donc du coup, il y a Mmh. on a peu de on a aujourd'hui relativement peu d'offres sur cette deuxième partie. Donc par exemple, si, le groupe, je prends le groupe Bell, par exemple, parce qu'on en parlera demain, Ouais. cherche, par exemple, un responsable RSE, vous le mettrez pas en avant sur Make Sense? Si, si, il se trouve que, en fait, naturellement, j'ai pas creusé le groupe Bell, hein, mais de très loin, de ce que j'en connais, et pour moi, vu qu'ils interviennent demain, à mon sens, je pense qu'ils sont, cohérents et qui s'engagent vraiment, si on veut, dans une transition. Donc pour moi, Mmh. demain, le groupe Bell pourrait publier ses jobs, en la matière, donc en RSE sur Job Make Sense. Il pourrait complètement. OK. C'est juste que naturellement, ils ne connaissent pas, ils viendraient pas forcément naturellement vers nous, et que nous, aujourd'hui, on priorise de contacter toutes les assos sur l'ESS, mais le groupe Bell pourrait publier ses jobs RSE sur Job Make Sense. Mmh. Heu, OK. Modulo, je tombe sur un énorme scandale du groupe Bell. Mais bon, de ce que j'en sais, pour moi, ce serait validé, ce serait feu vert pour le groupe Bell. Hem, En revanche, je donne des exemples, parce qu'en fait, on modère, je sais pas moi, une banque traditionnelle, je cite même pas de nom, qui vient sur Job. Bon, en général, les banques, bah, elles investissent leur argent, dans des secteurs fossiles, et cetera. En fait, quand bien même ce serait un stage RSE, je pense que ce serait plutôt non. Modulo Mmh. la banque, hein, il y aurait des contre-exemples. Je parle avec des banques qui sont engagées, mais la majeure partie des banques qu'on connaît en général sur le marché ne sont pas très engagées, par exemple. Hem, voilà. OK, mais pourtant enfin voilà, pourtant c'est aussi, ce que dit Michael, aussi, dans la conversation dans le chat, c'est que c'est aussi les structures, qui recrutent le plus et qui ont le plus de besoins, sur ces nouveaux jobs. Donc c'est vrai que c'est toujours un peu OK. Bah, pour répondre à Mickaël, en fait, alors du coup, il y a deux choses. Il se trouve que déjà, en effet, quand je donnais des pourcentages de structures et pas d'offres. C'est-à-dire qu'autant les structures de plus de 50 mmh, personnes sur Jobs représentent 10-15, mais en termes d'offres, c'est quasi 50. Donc déjà, alors, précision sur le ah, volume d'offres et le volume de structures. Et ensuite, il se trouve que
ces jobs sont en explosion totale, mais en fait, de toute façon, tout est relatif. Aujourd'hui, elles n'existaient pas. Aujourd'hui, toute grosse structure, en fait, il faut voir qu'en fait, toute structure a un enjeu de recruter, de lever des fonds et d'attendre des parties prenantes. Et donc, du coup, les actionnaires, les villes, les clients, les fournisseurs, les candidats, les employés ont des attentes en matière de RSE dans les entreprises. Donc, toutes les entreprises sont en train de se transformer. Et donc, du coup, toutes recrutent 1, 2, 3, 4, 10, 100 personnes là-dessus et sur des métiers qui n'existent pas. Donc, en fait, déjà, même une personne fois le nombre de boîtes, en fait, ça représente du coup un volume assez conséquent. Il se trouve que moi, en tant que job at Make Sense, je ne représente pas forcément le marché là-dessus parce que moi, j'ai un enjeu en tant que plateforme d'image aussi, de me dire, bah, en fait, je ne peux pas permettre à toute structure qui se dit, tiens, je veux évoluer dans l'environnement. Et je trouve que moi, demain, j'ai la direction RSE de Total chez Jobs. En vrai, on pourrait discuter, on pourrait débattre aujourd'hui. Est-ce que ce serait avoir de l'impact de bosser chez Total dans la direction RSE? Je pense que le débat s'y prête complètement et je pense qu'on pourrait aboutir sur un oui ou sur un non. Mais moi, sur Jobs, est-ce que mon audience comprendrait qu'on publie des gens là-dessus? Est-ce que la cohérence de Total au global, selon nous, est bonne? Selon nous, non. Donc, du coup, il se trouve que c'est juste que ces offres ne sont pas actuellement sur Job that Makes Sense. Donc, Ouais. pour moi, il y a une explosion, mais elles ne sont pas encore dans une plateforme. Ouais, c'est ce qui est logique avec les valeurs, avec les valeurs que vous portez. Et pour vous, c'est normal de rester cohérent. Ça s'entend complètement. Alors, on a une question justement de Mickaël qui demande quel est le nombre de recrutements prévus sur les métiers impact en France en 2023? Est-ce que tu as une idée à la louche? C'est compliqué. Si on prend juste l'ESS, qui est une partie encore des systèmes impact positif, bah, en fait, c'est 14% des emplois en France. Donc, en fait, si on fait un rapide calcul, en fait, il y a quoi? Il y a 50 millions de personnes salariées en France. Donc, ça veut dire qu'il y a à peu près 7 millions d'emplois. Il y a un turnover de toutes les boîtes de facile 10%, plus toutes les nouvelles créations de boîtes. Donc, je pense que rien que de l'ESS, c'est 1 million de création de postes, je pense, cette année. Et après, plus public, plus structure traditionnelle, c'est énorme. Mais pour moi, demain, si vous suivez la formation Indigo, en fait, le volume d'offres, ça ne se compte pas en centaines de millions. Mais en fait, par contre, c'est des métiers ultra spécifiques qui demandent des compétences ultra spécifiques. Et en fait, sur le marché, tout est une question d'offre et la demande, en fait. Et donc, ça se trouve, foncièrement, il y a peut-être que, je dis n'importe quoi, 5000 offres. Mais en fait, en face, il n'y a pas de candidats. Ces candidats n'existent pas sur le marché parce que c'est des compétences qui sont nouvelles. Et donc, du coup, c'est des métiers juste totalement nouveaux. Et qui sont en plein essor dans toutes les structures, dans toutes les boîtes traditionnelles, quoi. Et sur les structures traditionnelles, toi, tu sais à peu près les postes où il y a le plus de besoins de recrutement? En fait, ce qui est intéressant, par exemple, là, c'est quand, enfin, je réfléchis, tous les consultants RSE, en fait, il se trouve que, en fait, toutes les grosses structures se font accompagner par des boîtes de conseil. Et en fait, je sais qu'il y a plein de boîtes de conseil qui doivent refuser des dizaines de missions parce qu'ils n'ont pas des compétences en interne et n'ont pas des consultants en durabilité pour les accompagner. Donc ça, clairement. Après, je trouve qu'il va falloir transformer toutes les finances d'entreprise pour la finance multicapitaux, prendre en compte les impacts, les externalités des boîtes, etc. Donc, du coup, la finance d'entreprise, aussi, en fait, c'est pas des milliers de postes. Finance d'entreprise, c'est ultra spécifique comme métier. Il y en a un par boîte peut-être, mais en fait, c'est des compétences ultra rares. Et après, de façon générale, c'est piloter toutes les transitions climat des boîtes. En fait, toute personne a besoin de chefs de projet et de piloter leur transformation. Et après, en fait, forcément, toute la logistique des boîtes est impactée. Donc, du coup, les filières achats, il faut en fait, des responsables achats qui prennent en compte ces compétences. Donc, du coup, est-ce que les boîtes vont recruter des responsables achats durables? Je pense qu'il n'y aura pas forcément l'appellation achat durable, mais en fait, il faut qu'ils aient ces compétences. Et en fait, je pense qu'au moment demain où ils recrutent des responsables achats, s'ils ne comprennent pas les compétences en durabilité, en fait, ça ne marche plus, je pense, aujourd'hui. Voilà. Ça marche plus. Et puis je pense que, enfin, du coup, si on revient, alors c'était sur, ouais, on va dire ça, slide-là. Ça marche plus. Et puis, enfin, c'est pour ça que nous, enfin, en tout cas, côté Indigo, on a vraiment axé justement les formations en fonction des métiers.
et qu'on a notamment séparé la formation pilote de la transition climat, qui est une formation qui a pour but de vraiment apprendre à élaborer un plan climat et à s'y tenir. Et aussi en parallèle, une formation qui s'appelle consultant responsable pour les personnes qui sont déjà en poste sur des missions de conseil et qui se disent aujourd'hui comment je peux accompagner mes clients parce que je me sens complètement démunie et je sens que c'est un sujet qui me dépasse totalement. Alors, on a encore des questions. Donc, on a Audrey qui demande si tu as des conseils recos sur les boîtes de conseil RSE. Alors, est-ce que tu peux préciser peut-être, Audrey, je ne sais pas si tu as bien compris la question. Ouais, peut-être, du moins si c'est est-ce que je connais des boîtes en conseil RSE? Oui, il se trouve que là, de la même façon, en fait, que la séparer structure engagée, structure traditionnelle, il y a aujourd'hui des boîtes de conseil spécialisées en RSE, type Hatch, type Utopie, type, en Les vrai, enjeux des hommes. des enjeux et des hommes, exactement. Et donc, du coup, il y a Carbone 4, exactement. Donc, en fait, il y a des petits cabinets qui commencent à bien grimper et qui, là, en fait, c'est leur spécialité d'accompagner des boîtes en la matière. Quantis, exactement. Et après, il y a, de façon générale aussi, toutes les boîtes de conseil traditionnelles, Capgemini, Accenture, Wavestone, Ouais, etc., il y a des etc. offres partout. Hein. Et ben, en fait, ouais, en fait, aujourd'hui, ils sont demandés, mais même, enfin, les cabinets d'audit, EY et compagnie, enfin, je veux dire, du coup, toutes ces structures, en fait, leurs clients ont des enjeux en la matière, et donc, du coup, il y a des BU spécialisés qui se montent à l'intérieur de ces grosses boîtes. Ouais. Euh, Et d'ailleurs, c'est un peu, vu que les cabinets traditionnels de conseil ont de plus en plus de mal à recruter, je pense que c'est justement pour répondre à la question de Michael qui demande si les salaires sont à la hauteur pour attirer les talents. Je pense que les EY, Capable, de ce côté-là, je pense qu'ils sont prêts aussi un ouais. peu à mettre peut-être les moyens, parce qu'ils Alors, savent l'importance de l'enjeu. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, ouais, toi, ouais, Nicolas. complètement. Alors, les salaires, là, il y a deux choses. Il se trouve que si je réponds là très directement à la question, il se trouve que pour moi, le salaire quand vous rejoignez une structure, un job à impact positif, je pense, diffère en fonction de plein de choses. Déjà, en fait, que vous intégriez la famille 1 ou la famille 2 là, qui est à l'écran, en général, c'est pas les mêmes salaires. C'est-à-dire qu'en gros, dans la famille 2, c'est-à-dire les métiers dont l'expertise et la durabilité dans les structures traditionnelles sont souvent très bien payés. Parce qu'en fait, c'est des métiers premièrement extrêmement rare, donc en fait la rareté sur le marché est valorisée, souvent à des postes de plus en plus stratégiques, parce que de moins en moins, d'ailleurs pour moi, indice de savoir si c'est du greenwashing ou pas, une la boîte que vous rejoignez, si, si le département RSE est rattaché à la direction générale, c'est bon signe. Si le directeur RSE, la directrice RSE est au COMEX, bon signe. Si c'est rattaché à la com, bon, voilà, ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. Donc, moi, je challengerais ça en entretien. Bon, c'était l'aparté. Mais sinon, toujours est-il que pour moi, dans les structures traditionnelles, en général, ces métiers payent bien parce que, un, rareté, et deux, des boîtes qui ont les budgets de leurs ambitions. Donc, en gros, il n'y a pas de sujet. Et je pense que demain, les directeurs RSE gagneront mieux leur vie que les jobs dont l'expertise n'est pas la durabilité. Moi, c'est ma conviction. Et je pense que c'est déjà le cas. Ouais. Euh, et, euh, et après, à côté de ça, de façon générale, il se trouve que pour moi, quand on rejoint un job, tout candidat recherche quatre choses selon moi. Une rémunération pour bien vivre, une montée en compétences, un cadre de travail, ce que j'appelle le kiff, c'est-à-dire les collègues, le télétravail, etc., etc. Et enfin, le sens. Et pour moi, tout job peut contribuer à ces quatre piliers. Et en fait, sur le marché, pourquoi il y a des choses qui sont complètement déconnantes? C'est que pour moi, en fait, toutes les structures qui aujourd'hui ne peuvent pas proposer, je sais pas, kiff ou sens, en fait, surpayent sur le marché, ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a des écarts de salaire qui sont complètement déconnants. Parce qu'en fait, c'est tellement nul de bosser dans certains secteurs ou boîtes que il faut bien compenser à autre chose. Et à l'inverse, il se trouve qu'en effet, travailler dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, en fait, il se trouve que les études montrent que, en moyenne, en sortie de diplôme, je dirais, il y a à peu près un écart que de 10%. En vrai, c'est pas fou l'écart en sortie de diplôme. Par contre, après 10 ans d'expérience, ouais, il y a des écarts en moyenne de 30%. Ouais, c'est Euh, énorme. et après, je pense que moi, derrière, j'irai calculer votre RIB, c'est-à-dire le revenu induit par vos besoins.
Et moi, j'essaierai, et c'est dur, de sortir de parce que moi, je pense qu'on a été éduqués quand on sort d'école, et cetera, de se dire: «OK, combien je vaux sur le marché? Combien je vaux?» Et en fait, là, le salaire que j'ai représente la valeur que j'ai. Et en fait, du coup, même moi, je peux me dire: «OK, bah, en vrai, j'ai jamais été con, je pense que j'ai toujours été président d'asso, 1er de classe, et cetera, et cetera». Et j'ai des copains qui pourquoi des copains gagnent 2, 3, 4 fois ce que je gagne, alors qu'en vrai, je suis entrepreneur, je me défonce, et cetera. Ouais, Mmh mais mh. aujourd'hui, bah, je bosse dans une asso, et en vrai, si je regarde mon salaire, moi, je peux vous dire, moi, actuellement, je gagne 45 K. 45 K, j'ai 7 ans d'expérience, j'ai participé à refonder le job, je suis directeur, commercial si on veut. Bah, ouais, sur le marché, un bon directeur commercial, ouais, je pense qu'on peut faire x2 gentiment. Ouais. Mais après, est-ce que je gagne bien est-ce que je vis, plus que décemment avec 45 000 €? Oui, en vrai, enfin, du coup, ça dépend aussi, vos charges, et cetera. Et donc du coup, pour moi, c'est moi, je vous inciterai à faire une liste de quoi vous avez besoin pour nourrir, loisirs, loyer, épargne, et vraiment mettez tout ce que vous voulez et voyez le salaire que ça vous donne. Et pour moi, c'est le salaire en dessous duquel vous ne voulez pas descendre, mais peut-être réfléchissez plus par rapport à ça, ce dont vous avez besoin, plutôt que les études d'école de commerce qui vous disent que vous gagnez 80 000 € après 3 ans, les Ouais. cours qui vous disent que parce qu'en fait, c'est aussi en termes de plaisir, de sens, d'énergie. Moi, par contre, du matin au soir, je suis énergisé, de ouf. Je suis hyper aligné entre ce que je défends et ce que je promeus, et juste, je me sens bien dans ma vie, quoi. Et donc du coup, je pense il y a des salaires en dessous desquels il ne faut pas, descendre, et je pense que c'est aussi surtout de l'ESS, de comprendre qu'en fait, il faut bien vivre, et de l'autre, comprendre que c'est pas la seule chose qui compte, quoi. Et peut-être que si vous gagnez 90 000 €, il faut voir le sens et l'énergie que ce taf vous apporte. Et quand je vois des amis qui, sortis de week-end, ils sont trop heureux, lundi soir, ils sont dans un mal, mais profond, mais vraiment, hein, je vois que ma copine, le soir, je vois qu'elle est dans un niveau de désénergie, assez fort, quoi. Ouais. Et du coup, pour moi, je questionnerais beaucoup l'énergie que vous apporte le job. Bref. Je suis d'accord. Non, mais merci beaucoup. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, je pense, d'avoir d'avoir ton retour d'expérience, et je trouve que d'être hyper transparent sur ces sujets-là, parce que je pense que c'est des questions que beaucoup se posent, au moment de ce changement de job, et c'est un peu le stress qu'on a tous, c'est dire: «Bon, bah, en fait, financièrement, comment je vais m'en sortir?» Et je pense que c'est intéressant justement de prendre un peu de recul, de se dire: «Bon, OK, en fait, qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans mon», enfin, de repasser un peu ses priorités, quoi, et de se dire: «Bon, bah, c'est peut-être de l'argent que je mettrai moins, je sais pas, dans des vacances, enfin dans autre chose», et de prendre un petit peu de recul, c'est hyper intéressant. Mais je Heu, conçois que ce soit dur, hein, de ouais. sortir de ça, et donc du coup, enfin, et je suis le 1er à me dire, «Bon les gars, une petite augmentation». Mais je veux dire, en fait, il faut, ouais, prendre du recul par rapport à ça, quoi. Mmh. Si tu Carrément. veux, on peut avancer dans les Ouais, on va avancer sur la présentation, vu que pour l'instant il y a pas de questions, mais en tout cas, je vois des commentaires, super chouettes. Je te laisse continuer. Ouais, bah, là, en fait, pour finir là-dessus succinctement, pour moi, en gros, c'est, là, aussi, là, du coup, vu qu'on, c'est une présentation avec, Indigo, en fait, moi, je voulais aussi vous dire, en fait, pour moi, à mon sens, quand est-ce qu'il faut suivre une formation et quand est-ce que, selon moi, il faut pas enfin, la question se pose vraiment d'en suivre. C'est-à-dire que pour moi, toute structure, du coup, attend des connaissances au global de c'est quoi les gros enjeux. 2, c'est comment mettre en place le changement dans une entreprise. Pour moi, en gros, quand vous sortez d'une école de commerce, typiquement, c'est en fait, une entreprise ne cherche pas engagé, ne cherche pas nécessairement un militant écologiste. En fait, quelqu'un qui a plein de valeurs, mais qui ne sait pas mettre en place aussi concrètement des KPIs, un plan de transformation, et mettre en place le changement, si on veut. En fait, il y a des compétences managériales, de gestion de projet qui sont enfin, communes à tout type de poste, je dirais, support. Et après, toute structure engagée cherche des personnes qui sont en capacité de mobiliser des bénévoles. En fait, beaucoup d'assauts ou de structures engagées travaillent avec une communauté, travaillent avec des bénévoles. En fait, la capacité de facilitation et de mobilisation, facilitation pour moi, c'est comment je mets plusieurs personnes avec des intérêts divers autour d'une table et les faire avancer dans la même direction. Et mobilisation, comment en fait j'arrive à rassembler tout le monde dans le même, enfin engager des gens à aller dans la même direction. Ben ça, en fait, pour moi, c'est toute structure engagée, en gros, attend ces 4 compétences. Je pense que connaissance, vous pouvez si vous êtes curieux, vous pouvez le développer tout seul. Facilitation de mobilisation,
bah, ça dépend, vous facilitez là-dessus, mais en vrai, il y a des formations en la matière. Donc, par exemple, en fait, quand on doit parler avec un syndicat le lundi, une entreprise privée le mardi, une entreprise publique le mercredi, etc., en fait, savoir parler avec tout ce monde-là, pour moi, ça s'apprend sur le terrain avant tout. Et je pense que du coup, d'ailleurs, vos expériences bénévoles seront survalorisées dans les entreprises engagées, parce qu'en fait, vous apprenez des choses. Mais par contre, sur les compétences, dès lors que en fait, il faut voir si le métier que vous voulez rejoindre demande avant tout des soft skills ou des hard skills. C'est quoi les soft skills et les hard skills? Moi, être commercial, en vrai, c'est beaucoup de soft skills. Évidemment qu'il faut savoir maîtriser des outils, etc. Mais en vrai, mon talent, c'est de faire des blagues, drôles ou pas drôles, faire avancer les choses. Et éventuellement, à la limite, moi, c'est comment je mets en place un modèle économique au service d'un modèle social. Mais c'est pas une compétence particulière, c'est du bon sens, et c'est un peu c'est de la tchatch. Mais c'est la relation humaine. Alors que demain, si je veux devenir chef de projet dans la rénovation énergétique, je ne peux pas l'apprendre. Si je veux être un expert de la durabilité et faire transformer une boîte de l'intérieur, ça, je ne peux pas l'apprendre. Et donc ça, bah, en fait, pour moi, il faut passer par une formation en la matière Mmh. qui a le double avantage de, un, vous faire gagner en compétences et en légitimité pour vous, pour postuler, et deux, qui est un tampon qui est un boost d'employabilité auprès des structures qui va se dire, OK, la personne ne s'est pas réveillée du matin, du lendemain en se disant, tiens, j'y vais, elle a déjà les codes pour après apprendre, elle a vu sur le terrain la théorie et certainement quelques cas pratiques qui vont, moi, me faire gagner 1 an de formation parce que je n'aurai pas le temps d'apprendre à cette personne. D'ailleurs, ça se trouve, il n'y a même pas les compétences en interne. Donc, en fait, pour moi, sur ce type de métier, notamment la famille numéro 2 de métier, bah, pour moi, c'est dur, voire pas possible, de se lancer sur ce type de métier sans passer par une formation. Euh, Ouais. ou alors, c'est vraiment la boîte de 5 personnes et on se dit, OK, bah, Nico, t'es intéressé par ça, bah vas-y, apprends sur le tas. Ok, bah en fait, s'il y a des structures vachement plus grosses avec d'énormes budgets, impact stratégique, etc., bah, vous ne pourrez pas vous permettre de faire des erreurs, quoi. Ouais, et c'est pour ça que, enfin, même nous, quand on construit nos formations chez Indigo, on s'appuie sur des experts de leur sujet, donc des experts. Enfin, la personne qui présente le cours sur bilan carbone, bah, c'est un consultant carbone qui accompagne des entreprises tous les jours sur ces sujets-là. Enfin, moi, je m'appuie beaucoup sur eux parce que je ne peux pas être expert de tous les sujets liés au climat. Mais ce que je sais faire, c'est en tout cas plutôt l'accompagnement, de la gestion de projet, identifier les sujets intéressants. Et après, sur le fond des formations, c'est eux qui ont vraiment cette valeur ajoutée parce que c'est eux qui ont l'expertise, quoi. Et c'est important de justement, je pense, d'arriver justement à différencier ouais, ces hard skills et ces soft skills, comme tu disais. Alors, je vois le temps qui tourne, donc on va avancer un peu sur les conseils, même si on en a déjà dit, je pense, pas mal déjà Tu, un petit peu tu, ça- avant. tu voulais refaire un point là-dessus ou Ah pas? oui, je reviendrai dessus un peu plus tard, comme ça je te laisse avancer. Ok. Ça, tu en parleras Ouais, plus j'en tard. parle. Ok. Du coup, slide final et à la fois, pour ça que vous êtes venu d'avoir plein de conseils pour trouver votre job. Pour moi, je m'attiserai en 3 grosses familles de conseils. Il y a avant tout, avant de trouver le job qui vous plaît, ou etc., il faut bien définir ce que vous voulez faire. Et pour moi, ça démarre par, moi j'ai dit, faites votre ikigai. L'ikigai, c'est un outil tout simple, mais il y a aussi des structures qui vous accompagnent pour le faire. C'est définir qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce qui vous anime, vraiment sur quel sujet vous êtes intarissable, qu'est-ce que vous aimez, pourquoi vous êtes doué, de quoi le monde a besoin selon vous, quelles sont les causes qui vous parlent, et pourquoi vous pouvez être payé, quoi. C'est quoi vos compétences. Et en fait, l'ikigai, c'est le cumul de ces 4 choses. Et souvent, les gens, ils ont 2 cercles, et du coup, ils sont frustrés sur les 2 autres, quoi. Et donc là, typiquement, moi, je suis sur mon ikigai, sur mon job actuel. Et je vous disais, spoiler, en fait, un job de rêve pour moi, ou l'ikigai, c'est aussi un moment de vie donné. Donc, du coup, c'est OK que la société évolue, vos envies évoluent, la structure évolue dans laquelle vous bossez, et donc du coup que ça ne soit plus ce job idéal dans X années, quoi. Mmh. Donc définissez ce que vous aimez, c'est par quoi vous êtes attiré. Euh, Ce qui vous énergise, vraiment votre boussole, je vous le mettais en un, mais je vous le dis au début et à la fin. Pour moi, la boussole, c'est votre énergie. Qu'est-ce qui vous apporte de l'énergie? Et pour moi, je suis persuadé qu'on peut être en burn-out, à bosser 20 heures par semaine, et sortir de sa semaine maxi énergisé en bossant 50 heures semaine. La question, c'est quelle énergie vous donnez, quelle énergie vous reprenez, et qu'est-ce qui vous énergise au quotidien. Euh,
sinon, du coup, évidemment, en fait, pour nourrir votre réflexion, informez-vous, suivez des gens sur LinkedIn qui donnent du contenu inspirant, que ce soit les structures qui vous inspirent, les gens qui vous inspirent, les Juliette Noël, Bon Pote, Make Sense, Eva Sadoun, enfin, il y a plein d'acteurs qui donnent plein d'informations ultra intéressantes. Il y a des médias engagés, je sais pas, Mediapart, Vert Média et plein d'autres, Socialter, désolé pour ceux que je ne cite pas, mais bref, il y en a plein d'engagés. Faites des expériences bénévoles. Pour moi, ça vous incitera, ça vous permettra de voir sur le terrain. Je sais pas, vous voulez bosser à la Croix-Rouge, peut-être commencer par être bénévole à la Croix-Rouge. Déjà, en fait, ça vous permettra de dire derrière, regardez, je suis bénévole depuis X semaines, moi. Et en plus, ça vous permettra de parler avec des gens qui sont aussi engagés que vous. Ça fait du bien en général de parler avec des gens aussi qui sont engagés dans la même veine que nous. Parce qu'en fait, souvent, dans sa famille, dans sa boîte, parfois, on se dit, mais c'est pas possible, je suis le seul à me préoccuper de ça. Et donc, du coup, ça fait du bien de parler aussi avec des gens. Et typiquement, Make Sense, on a des programmes qui s'appellent Réaction, qui vous permettent de vous engager pendant 2 semaines à raison de quelques heures en ligne de chez vous par semaine. Vous êtes dans un groupe de 10 personnes avec un mobilisateur ou une mobilisatrice bénévole et vous engagez sur le sujet de votre choix, climat, personnes âgées isolées, SDF, enfin, personnes sans abri, nouveaux arrivants. Bon, j'en ai oublié, mais il y a des thèmes souvent qui sortent. Donc voilà. Et pour moi, parler à un maximum de gens, que ce soit sur les événements, j'en parlerai sur Créer votre chance. Et pour moi, en fait, si vous vous dites, OK, je vais être consultant RSE, en fait, peut-être appeler des consultants RSE pour voir leur contenu, leur taf, pour affiner et être sûr que c'est ce que vous voulez faire, ou être vachement plus pertinent et avoir déjà des codes quand vous serez en entretien. Donc pour moi, Oui. pour affiner, je sais pas, là, je connais quelqu'un là derrière moi qui disait oui, moi j'ai trop envie d'être responsable plaidoyer en asso, trop cool. Appel des responsables plaidoyer. Après, en fait, d'accord, c'est ça le taf. Pour y arriver, en fait, souvent, il faut venir soit du monde politique, soit du monde des campagnes, de com, etc. Donc, du coup, en fait, quand vous parlez avec des gens, vous comprenez le sens de leur métier. Ils peuvent vous dire comment je suis arrivé à ce poste-là ou qu'est-ce que je te conseille en venant douter pour arriver à ce poste-là. Et vous pourrez même finir la conversation par au fait, tu recrutes. Hop, c'est parti. Donc, parlez à un max de gens. Inspirez-vous, allez à des conférences, au festival d'Indigo, sur des salons de métier, etc. Ensuite, il faut bien trouver son job. Pour moi, trouver son job, là, je dirais qu'il y a un peu deux stratégies. Il y a trois stratégies, je dirais. Il y a le bouche-à-oreille, votre réseau. Donc, en fait, pour moi, réactiver vos potes, vos potes de potes, etc., ou les gens que vous avez pu rencontrer. C'est le meilleur moyen, je pense. Deuxièmement, c'est aller directement sur des structures qui vous inspirent. Vous dites, OK, le groupe Bell, c'est trop chouette ce qu'ils font, et j'aimerais trop agir pour leur transformation. En fait, allez voir le groupe Bell sur leur site et regarder leurs offres d'emploi, c'est le plus direct. Et où, en fait, on ne sait pas forcément qui recrute à quel moment. Donc, du coup, aller sur des plateformes d'emploi. Du coup, là, il y a deux types de plateformes d'emploi. Il y a des plateformes d'emploi généralistes, Welcome, Hello Work, etc., etc. Là, il y a de tout. Et du coup, parfois, il y a des filtres. Il y a souvent des filtres sectoriels. N'hésitez pas à filtrer par ça. Et sinon, il y a des filtres, il y a des job boards spécialistes sur l'impact positif. Job Make Sense, c'est le plus gros job board qui référence à 3000 offres d'emploi par mois. Vous pouvez créer des alertes d'emploi pour être notifié dès qu'un job en CDI à Paris, en responsable RSE sort, vous êtes notifié. Vous pouvez vous créer un profil pour que des recruteurs puissent vous contacter de façon proactive. Et il y a plein d'autres acteurs spécialisés. Je sais pas, coordination sud, c'est sur les assos. Il y a plein d'acteurs après spécialisés par domaine. Là, je vous disais d'aller sur des salons d'emploi. Moi, j'ai créé une asso qui s'appelle Ambition Transition. On crée un forum d'emploi chaque début avril là-dessus. Mais il y a plein, je sais pas, il y a l'Impact Job Fair de Change Now qui est en octobre. Il y a Change Now qui est dans 2 semaines. Il y a Talent for the Planet en mars. Enfin, n'hésitez pas. Durable aussi, qui arrive bientôt. Exactement. Donc, il y en a plein. Et enfin, pour moi, dernière étape, et je pense pour moi presque la plus importante, c'est créer votre chance. C'est-à-dire que, évidemment, postuler des offres d'emploi, mais premièrement, il y a le filtre du CV qui est hyper aléatoire. Et donc, du coup, pour moi, même quand vous connaissez une offre, moi, je vous dirais s'il n'y a pas de réponse au bout de quelques jours, relancez, cherchez qui poste cette offre-là et demandez-la sur LinkedIn pour dire coucou, je suis trop motivé, j'ai pas eu de réponse. Pour moi, vous gagnez 10 points à montrer votre motivation. En fait, entre 10 CV égal, la personne qui fait la démarche de réitérer ses motivations, venir me chercher, moi, du moins quand je cherche des commerciaux, par exemple, moi, je le valorise. Donc, n'hésitez pas. Connectez-vous avec un maximum de personnes dans l'écosystème, parce qu'en fait, il se trouve que ce qu'un recruteur va chercher à savoir aussi, c'est est-ce que la personne parle le même langage que moi? Et souvent, ça passe par est-ce qu'il connaît des personnes que je connais? Et je sais pas, par exemple, sur LinkedIn, je dois avoir 10-11 000 connexions. Si quelqu'un postule et que j'ai pas une connexion en commun avec lui, bah,
c'est bizarre. Je dis pas que je sais pas la recruter, mais c'est que la personne ne connaît pas du tout mon écosystème. Donc du coup, il va partir de, ou elle va partir de beaucoup plus loin pour comprendre l'écosystème dans lequel je suis. Donc du coup, n'hésitez pas à vous connecter avec Oriane et moi à la fin de cette session, avec des gens avec qui vous échangez, parce que du coup, bah, vous restez en contact, vous augmentez votre réseau, c'est des gens que vous pourrez recontacter quand vous cherchez un job, et ça permettra aux recruteurs de montrer que vous connaissez l'écosystème dans lequel vous êtes. Je ne dis pas que je connais les 11 000 personnes avec qui je suis connecté, mais ça, ça aide. Et pour moi, du coup, créez votre chance, soyez proactif. C'est-à-dire que pour moi, je vous dirais même, et je pourrais presque finir là-dessus, c'est de ne pas attendre qu'il y ait une offre d'emploi pour postuler, mais de créer votre chance. C'est-à-dire de contacter une structure, une personne qui vous inspire, qui contribue à un combat auquel vous croyez, et lui dire: «Coucou, Oriane, ça a l'air trop chouette ce que fait Indigo, mais du moins explique-moi un peu c'est quoi ton taf? Qu'est-ce que vous faites? Ah OK, est-ce que tu as 15 minutes pour en discuter?» Les gens adorent parler d'eux, en vrai. Donc du coup, vous restez quoi? Au pire, la personne ne vous répond pas, et au mieux, elle vous répond. Et donc du coup, là, bah, vous comprenez un peu son métier, ce qu'elle fait, et cetera. Et après, posez vos petites questions, et à la fin, en fait, si la personne se dit: «Bah, ouais, en fait, moi je recrute, je suis là-dessus», et si vous, vous voyez que le job que fait Oriane, c'est trop sympa, que Indigo, c'est trop cool, et cetera, bah, en fait, vous pourrez très bien dire: «Mais en fait, Oriane, est-ce que tu recrutes?» C'est pas un mal, hein, de me dire ça, parce qu'en fait, sachez que les entreprises, c'est hyper dur de recruter, et en fait, pour moi, je serais employeur, recruteur, je me dirais: «OK, bah, soit j'ai un poste sous le coude, feu, soit c'est la première personne que je vais penser à recontacter dans X mois quand je vais ouvrir ce poste, parce que la personne a eu cette démarche de montrer ses motivations et de m'appeler, et cetera, et cetera. Pour moi, vous pouvez créer votre chance. Et pour l'anecdote, moi, mon job actuel, ce poste n'existait pas. C'est-à-dire que Make Sense était mon client. Je travaillais dans un cabinet de recrutement. Make Sense était mon client. Je voulais travailler pour des assos, des structures engagées. Et il se trouve que, en plus, le premier job pour lequel j'avais bossé pour eux, c'était un poste de commercial. Je m'étais dit: oh là là, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Mais je me suis dit: bon, au sens pro, je me mets pas ma candidature sur un poste sur lequel je bosse. Bref. Et un an après, sortie de confinement, j'ai pris un déjeuner avec la RH de Make Sense. Je lui ai dit: OK, Mathilde, explique-moi les enjeux de Make Sense. Enjeu 1, enjeu 2, enjeu 3. Enjeu 3, c'était bah, nous, il y a une plateforme d'emploi bénévole qui s'appelle Job That Make Sense. Voilà, on n'a pas de sous, on aimerait bien mettre un peu plus d'ambition dessus, mais voilà. Et moi, là, j'avais 12 millions d'idées. Et je lui dis: bah, vas-y, moi, je veux trop bosser pour vous là-dessus. Elle me dit: bah oui, mais nous aussi. Mais on n'a pas de chiffre d'affaires. On fait 3 000 € de chiffre d'affaires à l'année, donc on ne peut pas se recruter. En plus, on sort du Covid, etc. Et bon, là, en l'occurrence, moi, je suis commercial, donc du coup, c'est assez facile. Pour moi, je rapporterai à chaque fois la. C'est jamais une question de budget, en fait. C'est une question de coût vs valeur. Et en fait, pour moi, je dis: OK, bah, la question, c'est pas ce que je coûte, c'est ce que je rapporte. Je suis commercial. Et je posais ma DEM l'heure d'après, où je vais négocier ma rupture conventionnelle, hein, finalement, après, en me disant: et du coup, je démarrais sur Job at Make Sense en freelance pour me dire: OK, bah, je vois un peu ce qui est sous le moteur, j'essaie de montrer qu'il y a un potentiel économique, de monter la compétence. Donc, j'étais la première personne payée par le projet il y a quasiment 3 ans. Et aujourd'hui, on est 15. Et je veux dire, je dis pas que ça arrive à chaque fois, mais en fait, il se trouve que, en fait, de faire ce que j'appelle une exploration de besoin, donc s'intéresser à l'autre, comprendre ses enjeux, et après lui faire ce que j'appelle une démonstration d'expertise, c'est-à-dire lui montrer que vous pouvez répondre à ces enjeux du moment, parce que vous comprenez bien que toutes les boîtes ont toujours 12 000 projets qu'ils n'ont jamais mis en place, faute de ressources humaines ou financières. Et en fait, si c'est vous, moi, quelqu'un qui me dit, il y a déjà des gens qui m'ont dit: Job at Make Sense, c'est en Italie? Je dis: non. Ah, parce que moi, je monte en Italie, j'adore ce que vous faites, je pourrais ouvrir l'Italie pour vous. Bon, c'était pas le moment donné, etc. Mais le jour où je vais l'Italie, c'est la première personne que j'appelle. Bref, donc vous pouvez créer votre chance. Ouais, 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 enfin, je suis complètement d'accord avec toi. Et enfin, moi, j'ai eu un peu le même, enfin, même expérience que toi. Le poste que j'ai chez Indigo, il n'y avait pas d'offre non plus de job. Donc, je confirme ce que tu dis. Je pense qu'il faut. Enfin, moi, j'avais pareil dans ma recherche, je regardais juste les boîtes et les projets qui m'intéressaient. Et j'écrivais directement sur LinkedIn, ou alors j'arrivais à récupérer le mail. Et j'ai fait pratiquement que des candidatures spontanées. Et puis l'avantage, c'est que ça permet aussi de créer son poste et d'avoir pas mal de liberté. Donc, si vous avez un profil avec aussi une fibre un peu entrepreneuriale, mais que vous n'avez pas forcément envie de monter votre boîte, c'est aussi une bonne alternative. Donc, voilà, en tout cas, du coup, j'ai partagé le profil LinkedIn de Nicolas et le mien. Donc, n'hésitez pas à nous ajouter si vous voulez prolonger la conversation après le webinaire. Voilà, on sera ravis d'échanger avec vous et d'en savoir plus sur votre profil. Je ne sais pas si tu avais des choses encore que tu voulais rajouter, Nicolas, mais c'était très, très complet, tout ce que tu nous as dit. Ouais, bah, c'est Euh, bon, hein. Moi, c'est bon pour moi. Trop bien.
Mais merci beaucoup pour ces conseils hyper concrets et la transparence de ton discours. Ça fait, je pense que ça nous a apporté beaucoup d'idées et je pense qu'on repart tous assez reboostés avec cette présentation. Je vais juste clore le webinaire en vous remontrant une slide que j'ai un peu passée rapidement tout à l'heure. Voilà, juste pour vous remontrer les 6 programmes actuellement qu'on propose chez Indigo, donc qui sont donc d'environ une quinzaine d'heures. Donc vous avez soit des formations spécifiques métiers comme marketing responsable, financier entreprise ou DSI responsable ou même achat, qui sont du coup sur des postes plus structure traditionnelle, donc des postes traditionnels adaptés avec la responsabilité en plus. Soit vous avez plutôt des formations comme pilote de la transition climat, qui est du coup une formation pour des personnes qui maîtrisent déjà la compétence donc de la gestion de projet, qui est du coup une skills que beaucoup ont déjà à travers leurs anciennes expériences. Et la formation pilote de la transition climat vous permet justement d'avoir toutes ces hard skills sur la réglementation, sur les enjeux, sur la compréhension d'un bilan carbone, pour pouvoir justement apprendre à piloter un plan climat, soit au sein de votre entreprise, si personne n'a pris ce poste-là et que vous dites, bah tiens, personne ne s'occupe de la RSE ou de la feuille de route dans l'entreprise, donc j'ai envie de prendre le lead parce que je sens que j'ai déjà certaines compétences soft skills justement, et que bah, il suffit d'une formation pour avoir au moins les hard skills et la légitimité. En plus du fait, bien sûr, de se former, de faire des webinaires, de continuer à échanger avec des personnes. Voilà, bah, je pense que la formation de pilote de la transition climat peut être un bon tremplin pour pas mal d'entre vous. Je vois qu'on a dans la discussion, voilà, j'ai des alumni qui sont présents. Donc, si vous avez aussi envie d'échanger avec des personnes qui ont déjà fait la formation, vous pouvez me demander aussi sur LinkedIn et je serai ravie de vous partager leur profil. Et si vous avez vraiment envie de vous inscrire, on a du coup le webinaire vendredi pour pouvoir répondre vraiment à ces questions de manière plus précise et échanger avec Constance, du coup, qui a fait la promo numéro 3. Donc voilà, moi je vous repartage juste dans le lien, voilà, le site pour que vous puissiez y faire un tour et en apprendre un peu plus. N'hésitez pas, voilà, à venir aux prochains événements, donc celui de demain avec la CSR manager de Bell, vendredi du coup avec Constance et moi-même, et on organise aussi des événements en présentiel à venir, donc un avant l'été et un sûrement après l'été, donc avec a priori d'ailleurs Job That Makes Sense. Donc on a des événements qui vont avoir lieu. Donc si vous avez envie d'être tenu au courant, je vous partage la page Meetup sur laquelle on partage tous nos événements, aussi bien en ligne qu'en présentiel. Donc à partir du moment où vous êtes inscrit à ce groupe, vous recevrez les notifications par mail des événements à venir. Donc comme ça vous permet d'être tenu informé. Voilà. En tout cas, je vous remercie pour toutes vos questions, pour toutes vos remarques. C'était hyper intéressant d'échanger avec vous tous. Merci beaucoup, Nicolas, pour ce partage d'expérience. C'était super cool de pouvoir échanger avec toi. Et voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous souhaite à tous une très bonne après-midi et à bientôt, j'espère, sur un prochain événement Indigo. Bonne journée à toutes et tous. Bonne journée. Merci, Nicolas. Ciao.